Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé d'amener jusqu'à vos oreilles des personnalités, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service de grandes causes. Cet épisode est le deuxième dédié à Bruno Solo. Si vous avez manqué le premier, je vous invite à l'écouter immédiatement. Et maintenant, nous allons poursuivre avec Bruno pour en savoir encore plus sur ses engagements qui sont multiples et nombreux. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Bruno. Bonjour Magali. Alors, je voudrais parler d'une autre association que tu soutiens depuis 22 ans, qui est Personneige. Lino Ventura, quand il a créé Personneige, il l'a fait pour sa fille et parce qu'il supportait pas qu'on regarde sa fille comme une bête curieuse et qu'on la regarde différemment. C'est dans son discours de déclaration, d'ouverture et de lancement qui est assez bouleversant. Totalement. Parce que c'était quelqu'un de très pudique et il a pris sur lui pour essayer de changer ça pour elle et pour tous ceux qui sont atteints de handicap. Pourquoi cette cause? Pourquoi ton engagement? C'est venu d'où? On est venu te chercher? Et pourquoi cette cause des enfants en situation de handicap te touche particulièrement? Là aussi, c'est des enfants qui sont dans un état de vulnérabilité qui est bouleversant. Attention, à Personneige, on s'occupe d'enfants qui ont des handicaps très lourds. Handicap physique et psychique, handicap mental, etc. C'est des enfants qui n'ont aucune autonomie. Il y a des enfants handicapés qui peuvent s'exprimer, avoir une certaine autonomie. Il y a certains troubles autistiques, par exemple, qui peuvent parfaitement s'intégrer dans la société, travailler, avoir des métiers, etc. Des handicaps physiques aussi, comme des gens qui sont tétraplégiques, par exemple, qui peuvent quand même se déplacer, etc. Même si l'accessibilité, c'est un vrai problème dans ce pays, beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe. Voilà, donner l'accès pour rendre ces gens autonomes quand ils se déplacent dans le métro, quand ils vont... je ne sais pas, moi, au théâtre, au cinéma, ou quand ils vont dans une banque ou une administration. Voilà, en rendre des accès, ça paraît tellement évident dans beaucoup de pays. Ici, c'est encore compliqué. Petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que mon engagement auprès d'eux, il est venu parce que, comme j'étais depuis un certain temps auprès de la Voix de l'Enfant, des gens de chez Christophe Lasserre-Ventura, qui est donc le petit-neveu de Lino Ventura, ils sont venus me voir, ils nous disent on est assez en accord avec votre discours, un peu rentre-dedans, un peu militant, un peu informé. Est-ce que vous voudriez pas venir nous donner un coup de main à Personneige aussi? Et je me suis pris d'affection pour une maison à Bois-Colombes dont je suis devenu le parrain. Et j'ai commencé effectivement alors, c'est pas le même investissement qu'à la Voix de l'Enfant. Moi, je fais toute leur campagne, je suis leur porte-parole, je fais leur publicité, leur voix pour les pubs radio, les affiches avec eux. Mais c'est vrai que plus les années passent, plus je m'engage auprès de Personneige. Parce qu'autant la Voix de l'Enfant est un engagement puissant, mais parfois extrêmement violent. Émotionnellement très, très difficile parfois. Alors que Personneige, même si on voit des fois des vies, notamment de parents un peu brisées, il n'y a que de l'amour. Là, il n'y a que de l'amour. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une même Personneige, au début, vous êtes bouleversé par ces filles, ces garçons, ces adultes parfois qui vivent véritablement grâce à l'aide de chacun et des aidants, des soignants, des bénévoles qui travaillent et des professionnels qui travaillent à Personneige. Mais quand vous sortez de la maison au bout de 2 heures, vous êtes plein d'espoir parce qu'il y a de la tendresse, parce qu'il y a du sourire, parce qu'il y a des rires. C'est assez joyeux en fait dans Personneige et c'est ce qu'a voulu dire Lino Ventura dans son message initial. Cessons de les regarder. Il y a encore des gens, oui, de plus en plus rares, non seulement qui les regardent bizarrement, mais qui pensent que c'est contagieux.
Que si on touche un enfant comme ça, attention, ne les touche pas, etc. Il y a encore des gens qui ne refusent de s'informer ou qui vivent dans des vieux schémas imbéciles. Ils sont de plus en plus rares. Mais c'est vrai quand même, il y en a encore qu'on a un regard un peu craintif sur cette difformité ou sur cette différence ou cette infirmité, que ça effraie. Moi, ça m'effraie pas. Je les prends dans les bras, on rigole ensemble. Il y en a qui me touchent plus. Mais vous savez, ce qui me bouleverse le plus, c'est souvent les parents qui sont enfin soulagés d'avoir leur enfant dans une institution qui s'occupe d'eux, qui les choisit, qui les entoure, qui les aime, qui les accompagne, qui les enlace et qui les soulage, eux, du quotidien. Parce que, attention, quand un enfant qui a un handicapé qui a aucune espèce d'autonomie, c'est du 24 sur 24. Vous abandonnez votre travail, vous abandonnez votre quotidien, et puis ça peut créer des problèmes. Donc il faudrait qu'il y en ait de plus en plus, des maisons personnages, et il n'y a pas que personnages, mais des maisons comme ça, des maisons médicalisées qui aident ceux qui ont besoin de l'être. Donc ce sujet m'a évidemment touché. Tu parles de la légende du colibri, oui. Quand tu parles de cet engagement avec personnage, tu peux nous dire ce que c'est? Oui, mais c'est Pierre Rabhi qui avait raconté ça. C'est cette histoire d'un incendie dans la savane, avec tous les animaux qui, évidemment, par instinct de survie, s'enfuient, les lions, les girafes, les hippopotames, les rhinocéros, les singes, les oiseaux, et justement, là, un petit colibri s'enfuit et puis revient vers l'incendie. Et le lion, le roi de la savane, le roi des animaux, le regarde, il dit: qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu retournes vers l'incendie? Il dit: parce que je vais essayer de l'éteindre. Mais avec quoi? Parce que là, il y a une rivière et j'ai pris une petite goutte d'eau dans mon bec. Il dit: mais enfin, tu crois quand même pas que tu vas éteindre l'incendie avec ta petite goutte d'eau? Et il le regarde, il fait: mais je fais ma part. Oui. Et c'est très beau cette histoire. Oui, après tout, on ne demande pas à chacun de déplacer des montagnes, on ne demande pas à chacun de décharger le cours des rivières, on demande à chacun potentiellement, quand ils ont le temps, quand ils y pensent, et s'ils ont la générosité de le faire, de temps en temps de donner un petit coup de main. C'est une pièce dans la rue, c'est un regard. Des fois, c'est un regard pour quelqu'un qui souffre, c'est une petite tape amicale dans le dos dans quelqu'un dont vous sentez qu'il est en situation de détresse, c'est répondre à un appel d'une femme dans le métro qui dit: au secours, je me fais agresser, parce que si on s'y met à plusieurs, on peut les faire fuir, les agresseurs. C'est ça le colibri. Le colibri fait sa part avec ses moyens. Alors, ça me fait penser, ce que tu dis, au film Un petit truc en plus d'Artus, qui a dépassé les 10 millions de spectateurs et qui parle aussi du handicap. Un film qu'il a eu terriblement de mal à financer au début et qui pourtant a rencontré le succès, un immense succès avec le public. Aujourd'hui, je crois que Artus va plus loin puisqu'il crée une fondation avec la fondation Personnage, la fondation Un petit truc en plus, qui va permettre aux enfants en situation de handicap de partir en vacances. Qu'est-ce que tu penses de la naissance de cette nouvelle initiative ? J'en pense que du bien. Je trouve que l'initiative d'Artus est merveilleuse, et puis qu'il ait choisi Personnage, on est d'autant plus bouleversé et honoré, parce qu'il a un poids, Artus, maintenant, grâce à ce film. Parfois, ce sujet a été abordé. Je me souviens du film de Nakache et Toledano qui s'appelait Hors Normes, avec Reda Kateb et Vincent Cassel, qui parlait aussi de ces sujets, de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde, dans la société. Il y a eu le film de Jacob von Dormel, Le 8e jour, des années, il y a eu Rain Man, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, le sujet a rencontré de manière massive le public au travers d'une fiction et surtout d'une comédie, donc qui désacralise un petit peu le côté grave et un peu sombre qu'on peut avoir dans l'engagement. Des fois, c'est vrai qu'il y a une gravité, une solennité qui s'installe lorsqu'on parle de ces sujets, et lui, il a choisi de le faire avec une sorte de légèreté qui n'enlève rien à la profondeur de la cause qu'il défend. Et tant mieux qu'Artus, qui a peut-être pris conscience qu'effectivement, que son influence maintenant, le poids qu'il avait grâce à ce film, était justement à mettre au service du plus grand nombre. Voilà, c'est un colibri qui en a fédéré tellement et qu'il devient une armée de colibris. Une armée de colibris, ça peut éteindre un incendie. Et là, 10 millions de colibris, ça peut éteindre un incendie. Et je trouve que c'est merveilleux qu'il ait cette générosité, ces talents, et qu'il veuille s'engager avec nous, avec Personnage. Je l'avais croisé quelque temps après qu'il ait eu fait le film, là, dans un restaurant, et on en avait parlé. Pas de Personnage, mais j'avais parlé du film, et je trouvais que c'était formidable. Et
J'avais vu le film. Et puis, voilà, à ce moment-là, est-ce qu'il avait déjà réfléchi? Est-ce qu'il y avait déjà pensé? Est-ce qu'il savait que j'étais engagé là-dedans? J'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant, de le découvrir, il me tarde d'aller en parler avec lui. Mais je trouve ça merveilleux. On l'a vu, toi, t'es pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Tu t'engages à 400%, j'ai Je envie n'aurais de pas eu dire. faire la cuisine. Récemment, tu t'es même mis dans la peau d'un aidant pour la journée des aidants. C'est vrai que les aidants, sur tout ce qui concerne le handicap, ils ont un rôle très très important parce que c'est eux qui portent tout le temps. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu vas aussi loin dans ton engagement et qu'est-ce que ça t'a apporté de te mettre 2 minutes dans la peau ou une journée dans la peau d'un aidant? C'est une demande de Théo Curin, qui est un jeune garçon absolument extraordinaire. C'est un présentateur télé, ancien sportif de haut niveau, Théo Curin, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, et qui a une vie totalement accomplie. Normal, il présente une émission sur France 3 qui s'appelle Slam. Théo Curin, ses parents, quand il a été touché par ce drame, quand même, quand on est petit et perd ses 2 bras et ses 2 jambes, c'est ses parents qui se sont, notamment sa maman, parce que son père travaillait, mais ses parents, mais notamment sa maman, qui ont décidé de l'aider au quotidien. Et plus tard, quand lui a réussi à avoir cette vie qui est la sienne, cette vie accomplie, il a eu envie de rendre hommage aux aidants. Et quand il m'a proposé de le faire, sûrement parce qu'il avait vu mon engagement auprès de personnages, etc. Il s'est dit que j'étais, Clémentine Sélarié et moi, qu'on était 2 personnes susceptibles d'accepter cette mission. Et c'est vrai que pendant 2 jours, je me suis occupé d'un homme atteint de la maladie de Charcot, qui est la maladie définie par l'OMS comme la plus cruelle qui soit. Et effectivement, puisqu'on garde toute sa lucidité, son intelligence, sa vivacité intellectuelle, tout en étant de plus en plus enfermé dans un corps qui devient notre prison. Donc avoir conscience qu'on est enfermé vivant, emmuré vivant quasiment, c'est épouvantable. Et donc je me suis occupé de cet homme à la place de son épouse, parce que mon père a aussi été un aidant avec sa compagne quand ils se sont séparés, mes parents. Tout en restant les meilleurs amis du monde, ils se sont séparés. Mon père a vécu avec une femme qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui l'a accompagnée. J'y voyais avec ma sœur, nous y voyions beaucoup de sacrifices. Et il avait beau essayer de nous rassurer en nous disant que c'était de l'amour, que effectivement c'était lourd, mais que c'était un geste d'amour. Moi, je sentais qu'il disait ça aussi pour nous rassurer, que je voyais de l'amour. Mais je me disais, merde, il est en train de sacrifier son existence à lui, quoi. Genre, à un moment, on a besoin aussi d'être un peu égoïste, de s'occuper de soi, quoi. Déjà, si on veut s'occuper des autres, il faut un peu prendre soin de soi pour avoir l'énergie de tendre la main vers les autres. Et je trouvais que ça me fait... Et donc, j'ai eu envie de lui rendre hommage au travers de cette expérience. Et ça m'a fait comprendre à quel point, effectivement, concrètement, que certes, il y a de la fatigue, certes, c'est une épreuve, certes, on en sort exsangue, mais que quand c'est animé par de la tendresse, de l'amour, vraiment, que le sacrifice disparaît. Et je l'ai senti dans mon fort intérieur. Lauriane m'a convaincu, Lauriane qui est donc l'épouse de Thierry et qui, elle, c'est son quotidien. Moi, je l'ai vécu pendant 48 heures. Mais pendant 48 heures, je l'ai ressenti très, très puissamment en moi. Nous avons gardé les contacts. On s'appelle très régulièrement avec Lauriane, ses enfants et Thierry, évidemment. Donc voilà, j'ai eu envie de vivre cette expérience de l'intérieur. Et là, pour le coup, j'en suis sorti assez transformé parce que je sais qu'à un moment... je serais susceptible, moi aussi, de demander de l'aide. Paf, 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 le loup! La question poil à gratter. Alors, on a vu, t'es hyper engagé, mais Oui, il m'arrive de me reposer aussi. Hein. J'espère. Qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir, mais gâche un peu le goût de tes plaisirs? En tant que fan de musique, tu auras reconnu, c'est une citation qui vient des Enfoirés. Qu'est-ce que tu me répondrais à ça? Bah oui, bien sûr que je suis sans aucun doute moins serein avec l'âge qui avance, que moins insouciant, moins désinvolte que je l'ai pu l'être. Je le regrette d'ailleurs. J'aimais bien ma légèreté, ma désinvolture, mon insouciance. Parfois, je pouvais effectivement me sentir concerné par un sujet et puis très vite après passer à autre chose parce qu'il faut vivre, nom de nom. Mais là, effectivement, à titre personnel, je suis heureux. Je m'accomplis dans mon métier, je fais du théâtre, je fais de la télévision, je suis
plus beaucoup de cinéma, mais voilà, je fais mes émissions d'histoire, j'écris mes bouquins, je m'entends bien avec mon épouse depuis 25 ans, mes enfants, ils sont cool, on s'entend bien, voilà, à titre égoïste et personnel, si le monde se résumait à mon quotidien, je me dirais, on irait tous très bien. Sauf que il est difficile d'être totalement épanoui dans un monde dont je sens qu'une inquiétude, une anxiété s'empare, une difficulté de cohabiter, une difficulté de débattre, une difficulté d'exprimer de la nuance. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Pourquoi? Déjà parce que je suis parent et que je me dis que mes enfants, ils vont devoir grandir dans ce monde qui est de plus en plus compliqué. Alors il y a un philosophe qui disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Et c'est vrai que le pessimisme, c'est facile de sombrer, de se résigner, d'être fataliste, de dire mon Dieu, mais tout va mal, etc. L'optimisme, c'est une volonté. L'optimisme, parfois, ça peut paraître naïf, candide d'être optimiste, mais c'est parce qu'en fait, c'est une bataille. C'est une bataille pour le mieux. Et donc, il faut se bagarrer, il faut continuer à y croire. Donc voilà, je suis des fois tiraillé entre l'idée de me bagarrer et puis des fois l'idée de me replier sur mon petit bonheur égoïste, de me dire que moi, ça va bien. Donc des fois, ça me bouleverse et que, effectivement, mon quotidien est moins épanoui, serein, joyeux qu'il n'a pu l'être parce que je trouve aussi qu'il y a dans le monde aujourd'hui, tant d'un point de vue climatique que d'un point de vue social, que d'un point de vue politique, ça devient compliqué de dire ok, on a peut-être des solutions, ok, on va peut-être s'en sortir. Et pour autant, si, il faut donner l'énergie et les outils nécessaires à ceux qui vont nous survivre, c'est-à-dire les générations futures, parce que si on ne leur transmet que l'inquiétude, eux vont baisser les bras, parce que si on ne leur donne pas la force que nous ont donné nos anciennes générations, en nous disant c'est à toi maintenant, et qui nous transmettent le flambeau de l'espoir, de l'espérance, ça va aller mal. Tu es papa de 2 enfants, et ce qui est intéressant aussi quand on est parent, c'est de regarder les sujets qui préoccupent tes enfants aujourd'hui. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui te préoccupaient à leur âge? Oui, mais puissance 10. Ce sont les mêmes, oui. Ce sont les mêmes, mais des fois, ces sujets qui nous préoccupaient, on les regardait avec des fois une distance nécessaire, mais une vraie distance. On se dit, ok, commence à y avoir un changement climatique. On le sentait dans les années 70, il ne faut pas rêver. On en parlait, il y avait déjà, notamment sur les ressources de la planète, on se disait, attention, on est en train de les épuiser. Les énergies fossiles, ça ne va pas être jusqu'à la fin des temps. La pollution des océans, ça devient un vrai problème. La déforestation, c'était déjà un problème dans les années 70-80. Mais on se disait, on a encore le temps de revenir en arrière et d'en prendre conscience. Aujourd'hui, surtout, ça ne se voyait pas. Et ça se voyait moins, ça se voyait pas, on en parlait, et puis voilà, on savait que ça existait pour les plus conscients d'entre nous, mais on se disait, ok, il n'y a pas encore le feu au lac, c'est le cas de le dire. Et là, on est au milieu de l'incendie. Donc, nos enfants, leurs inquiétudes, elles ne sont pas simplement des inquiétudes de contemplation ou d'observation, elles sont des inquiétudes concrètes. Ils le voient, ils le vivent. Et je ne parle que du dérèglement climatique. Je ne parle même pas de la montée des extrêmes, de la radicalisation, etc. Et ça, effectivement, je crois que nos enfants ont les mêmes inquiétudes, mais ils les vivent presque dans leur chair. Et ça, c'est super dur pour nous, parents. Moi, j'entends, je ne vais pas vous le cacher, à mes enfants dire « je ne veux pas d'enfants ». D'enfants, oui. Ça... Ils nous le disent, mais mon fils et ma fille ne veulent pas entendre parler de l'idée d'avoir des enfants à qui on va offrir une planète qui leur semble totalement leur échapper. C'est-à-dire qu'ils sentent que nous, on sentait qu'on pouvait encore avoir les moyens, les générations d'avant encore, mais eux, là, et ils se disent, si moi, ça va être compliqué pour ma pomme, punaise, pour mes enfants, donc ma fille est complètement radicale, elle ne veut même pas entendre parler. Et ça, c'est pas une solution, C'est pas une solution, parce que si on veut sauver cette planète, il faut des forces vives, et les forces vives, c'est les enfants à venir, ceux d'aujourd'hui et ceux à venir qui n'ont pas été encore créés. Alors, je souhaiterais te parler maintenant du rôle des personnalités publiques dans la société, justement pour défendre les causes. Est-ce que lorsque l'on est exposé publiquement, on se sent obligé de prendre position ? Est-ce qu'on te le demande ? Ou même si tu n'étais pas connu, de toute façon, tu feras entendre ta voix sur les sujets qui te préoccupent. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas si, n'étant pas connu, n'étant pas sollicité, je le ferais. Alors peut-être, oui, il me semble
que mes engagements sont lointains. Je voyais mes parents quand ils m'amenaient à des manifs contre le Larzac. J'ai fait des manifs comme ça sur les épaules de mon papa et ma maman, dont peut-être que j'aurais poursuivi ça. Mais effectivement, dès lors que j'ai été connu et qu'on m'a sollicité, je me sentais pas le droit ou j'aurais trouvé indécent de ma part de dire écoutez, chacun sa merde. Ou oui, bien sûr. Alors on nous le reproche d'ailleurs. On nous dit c'est parce que vous êtes connu. Oui, parce qu'il y en a qui le font de manière sporadique ou sans sincérité. Mais à partir du moment où on est sincère, on est quelques-unes et quelques-uns quand même à sentir que ça fait partie de notre devoir aussi. Alors on nous le reproche parfois de prendre la parole, mais on ne peut pas nous le reprocher sur des sujets qui touchent l'humain. Après, sur les sujets politiques, sur les engagements politiques, on peut le reprocher. Mais merde, on est après tout des citoyens comme d'autres qui avons effectivement l'opportunité de temps en temps de nous exprimer parce qu'il y a une caméra qui se pointe sur nous ou un micro. Ou donc comme disait Samuel Le Bihan, le pouvoir de pouvoir ouvrir des portes. Bah voilà, effectivement, de tout d'un coup de mettre un coup de projecteur, il a raison Samuel sur un sujet. Alors après on nous dit voilà, tout ça c'est de la bonne conscience, etc. Oui, c'est de la bonne conscience pour ceux qui ne font rien, effectivement, ils ne voient ça que comme de la bonne conscience, mais qui viennent voir notre quotidien, ils verront que certains d'entre nous, on se sent le devoir de donner notre avis. Ça ne veut pas dire qu'on veut être... Moi, je crois à cette phrase de Nietzsche, il m'est odieux de suivre tout autant que de guider. Ni être un panurge, ni pour autant être un chef. Juste être un peu éclairé, d'être un peu vigilant sur l'état du monde et que lorsqu'on nous pose la question, on a bien le droit d'y répondre sans pour autant se faire vilipender par certains réactionnaires qui voudraient qu'on chacun reste à sa place. Un comédien, ça fait de la comédie et un politique, ça parle de politique et puis un intellectuel, ça parle... Non, c'est des conneries. On a le droit de pouvoir le faire. Alors justement, si tu avais une baguette magique... Là, c'est fastoche. Quelle injustice tu éradiquerais définitivement de ce monde ? Il faut en choisir une. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable d'avoir une baguette magique. C'est déjà bien d'en enlever une. En enlever une et en oublier d'autres. Alors, c'est petit colibri, ça. Ouais, c'est pas mal, alors il faudrait que ma baguette magique serve à éveiller les consciences pour qu'on ne se renferme pas sur soi. Donc j'ai envie de dire... Une baguette magique qui rendrait chacune et chacun d'entre nous sur cette planète curieux des autres. À partir du moment où vous êtes curieux des autres, vous vous intéressez à l'autre. Si vous vous intéressez à l'autre, vous vous donnez peut-être les moyens de l'aider. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors Bruno, pour finir cet entretien, je vais te poser des questions rapides et tu vas me répondre sans trop réfléchir, ce qui résonne en toi, très vite. D'accord, je vais essayer. Un personnage historique qui t'inspire. Beethoven. Pourquoi ? Parce que c'est un immense musicien, un philosophe, un amoureux des libertés et qu'il a écrit une symphonie qui s'appelait la symphonie numéro 3, qu'il avait écrit pour Bonaparte et quand il a vu que Bonaparte devenait un tyran, il l'a juste appelé l'héroïque et je veux dire, c'est un homme qui n'a jamais mis ses idéaux en deçà de son art. Un morceau de musique qui te reste en tête ? Bon, et là, j'ai recité Beethoven, mais non, je veux dire les Beatles, Strawberry Fields Forever. Une pièce de théâtre que tu n'oublieras pas ? Oh, y en a quelques-unes que j'ai jouées, que j'oublierai jamais. La toute première que j'ai jouée professionnellement, c'était le Système Ribadier de Feydeau et avec Léa Drucker au Théâtre Montparnasse. Là, je l'oublierai jamais parce que c'est la première fois que j'ai été confronté à un vrai public. Avant, j'avais fait du théâtre, mais en cours, et comme ça, ou théâtre libre. Mais là, c'était un grand moment de ma vie et le théâtre est essentiel à mon équilibre. Le dernier film que tu as aimé ? Je suis allé voir un film qui m'a beaucoup bouleversé, un vrai film populaire avec des beaux et bons sentiments. Ça aussi, les bons sentiments, moi je préfère les bons sentiments que les mauvais, c'est En fanfare. Oui. J'ai adoré ce film. En plus, il parle de musique classique, il parle de la musique de fanfare, qui est une musique qui me fascine, moi. Il parle de toutes les musiques. Je trouve que les performances de Lotin et Lavergne sont extraordinaires. Tous les seconds rôles sont magnifiques, notamment la comédienne qui joue la compagne de Lotin. J'ai adoré ce film. Vraiment, je suis allé le voir avec ma fille et il m'a bouleversé. Il y a des très bonnes critiques sur ce film, Ouais. donc bon choix. Un livre qui t'a inspiré ? Oh, là aussi... Moi, je vis dans la littérature. Vous savez, je suis absent des réseaux sociaux, moi. Ça, c'est
même un problème par rapport à mes engagements des fois, ça m'est reproché, mais je ne vis pas je n'ai jamais été sur X, Instagram, Facebook, TikTok, ou je ne sais plus quoi, j'en ai oublié un, mais peu importe. Donc moi je bouquine beaucoup, donc je lis énormément. Donc un livre, alors peut-être un livre qui a été fondateur pour moi, c'est Le Baron Perché d'Italo Calvino. Cet enfant qui un jour dit à ses parents, si vous m'obligez à faire ceci, je monte dans un arbre et je n'en descendrai plus. Ses parents l'obligent à manger en l'occurrence des escargots dont il n'a pas envie. Ça se passe au XVIIIe siècle. Il monte dans un arbre, il n'en descendra plus et il rencontrera dans cet arbre les grands esprits, l'esprit des Lumières. C'est une fable philosophique sur la nécessité de chacun de s'accomplir comme il le veut, tout en ayant conscience des autres. Et c'est un livre magnifique d'Italo Calvino, c'est une trilogie. Il y a Le Baron Perché, Le Vicomte Pourfendu et Le Chevalier Inexistant. Mais Le Baron Perché, j'encourage chacun à le lire, c'est sûrement une des plus belles fables philosophiques qui ait jamais été écrite, et dans une langue magnifique, celle de Calvino, qui est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Alors avant de se quitter, est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns de tes projets? Parce que j'imagine que tu as plein de choses sur le feu. Je te sens ne jamais t'arrêter. Donc je suis sûre qu'il y a des choses qui arrivent. Si ça tenait qu'à moi, je ne m'arrêterais pas, mais ça ne tient pas qu'à nous, ce métier. Ça tient beaucoup à ceux qui nous engagent. Et oui, j'ai un projet d'un unitaire, d'une série quotidienne. Je vais refaire nous allons refaire avec mes camarades un caméra café comme on l'avait fait il y a 2 ans, mais en unitaire, en 90 minutes, qui sera là pour le coup sans aucun doute le dernier, qui est une sorte de crépuscule des héros minables que nous sommes, Jean-Claude et moi. Voilà, donc ça, on va tourner ça au mois de juin. Après, j'ai des projets de théâtre pour la rentrée janvier 2026. Voilà, et puis je suis sur un 3e livre aussi, qui sera mon 6e, mais mon 3e vrai bouquin, qui est au même titre que Les Visiteurs d'Histoire et Le Voyageur d'Histoire. Là sera, je vais me faire comédien de tous les plus grands metteurs en scène et de tous les plus grands dramaturges, femmes comme hommes, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, comme si je traversais le temps et que je postulais, que je faisais le casting de pièces qui m'ont bouleversé ou d'auteurs que j'ai adorés. Et voilà, c'est une sorte de fantasme un peu du comédien qui jouerait dans une sorte de filmographie, de biographie idéale, tant de cinéma que de théâtre. Merci infiniment Bruno, et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro cette saison. À bientôt. Je te propose un café à la machine, Bruno. Ah non, pas à la machine, un vrai café.